Bonjour, bienvenue dans Lex Inside, l'émission qui donne du sens à l'actualité juridique. Du droit et rien que du droit. Au programme de ce numéro, on va parler IA et domotique. Quels sont les enjeux en matière de RGPD avec mon invité Alan Walter, associé, cofondateur de Walter Billet Avocat. On parlera ensuite de mon assistant pénal avec Nicolas Dupont-Fruigier, magistrat. Et enfin, on parlera des agents IA souverains avec Martin Bussy, coordinateur du Legal Data Space. Voilà pour les titres. Lex Insight, c'est parti. La maison connectée s'impose dans notre quotidien. Capteurs, enceintes, thermostats, caméras, ces objets collectent des données sensibles, parfois en continu. Quels sont les enjeux en matière de RGPD? On en parle tout de suite avec mon invité, Alan Walter, associé cofondateur de Walter Billet Avocat. Alan Walter, bonjour. Bonjour Arnaud. Alors, on va parler ensemble de IA et domotique. Tout d'abord, parlons de la nature des données collectées. Quel type de données personnelles sont collectées par les objets connectés dans un foyer? Ces données, elles sont extrêmement diverses. C'est très varié ce qui peut être connecté. Bien évidemment, les utilisateurs vont créer un compte et utiliser la partie logicielle de ces objets connectés, donc renseigner un nombre assez important d'informations sur ce qui les concerne. Mais le plus important, c'est la partie immergée de l'iceberg. Ce sont à la fois les données d'usage, tout ce qui va être réalisé grâce à ces objets connectés au quotidien, couplé à des données évidemment de géolocalisation, puisqu'on est tout à fait capable de positionner l'objet dans l'espace, et donc de capter toutes ces données fines, qui ne sont pas nécessairement de l'information, mais qui permettent de déterminer un âge, des habitudes de vie, des goûts, des hobbies, la consultation de contenus tiers, par exemple. Donc, on comprend que là, il va y avoir des enjeux en matière de RGPD. Bien évidemment, la première étape, comme toujours, quand on suit les recommandations de la CNIL, elle est sur l'utilisateur d'avoir une attention particulière à la donnée qu'il va communiquer, à la donnée qu'il va transmettre à un prestataire, quel qu'il soit. Mais c'est plus insidieux avec les objets connectés, et c'est là où le fournisseur de l'objet a vraiment une responsabilité accrue. Il doit informer ses clients de manière très transparente, très claire, des données qui sont collectées, mais surtout de ce qu'il en fait et des différents destinataires. C'est extrêmement important. Et on a vu pas mal de sujets, notamment avec des jouets connectés. C'est d'autant plus important qu'on parle d'usage avec des enfants et donc de l'information a priori sensible. Alors, dans ce contexte, comment garantir le consentement éclairé, justement, des personnes qui utilisent ces objets connectés? Alors, la responsabilité, elle va réellement incomber au fournisseur des objets dans l'information préalable qu'il va communiquer à ses utilisateurs. Et vraiment faire preuve d'un travail de transparence, mais aussi de pédagogie, parce que quand on s'adresse à des enfants, et des enfants pas forcément petits, ça peut être des enfants qui sont en capacité de comprendre la donnée qu'ils communiquent et l'usage qui va en être fait, mais il faut bien évidemment adapter le discours, ce qui est imposé par le RGPD, d'avoir une capacité de rendre son propos intelligible à sa cible, surtout quand il s'agit d'enfants, par exemple. De ce que vous constatez, est-ce que justement les fabricants respectent le privacy by design? C'est extrêmement variable. Vous avez bien évidemment des fournisseurs qui en ont fait même un argument marketing. Ça a été le cas de ce qu'on a pu voir avec les assistants type Alexa pour Amazon ou les HomePod d'Apple. Apple en a fait son cheval de bataille depuis quelques années maintenant, de respecter la vie privée de ses utilisateurs. Mais il n'y a aucune garantie qu'un prestataire plutôt qu'un autre sera plus respectueux de votre vie privée. C'est vraiment, pour le coup, à l'utilisateur de faire très attention. Pour bien comprendre, c'est quoi les risques de violation de vie privée avec ces objets? Alors, encore une fois, ils sont très divers. Bien évidemment, il y a l'aspect classique de transmission de vos données à des fins de publicité ciblée. Et donc, par exemple, l'assistant personnel qui va écouter vos conversations, la musique que vous passez chez vous,
Et donc vous proposez par la suite des contenus publicitaires ciblés. Parce qu'il va croiser toutes les données. Il va croiser toutes les données. Et puis, ce qui est compliqué avec la domotique et l'objet connecté, c'est qu'il y a un réel impact sur votre vie réelle et pas seulement votre vie en ligne. On a pu voir une fuite de données qui est intervenue récemment à la Fédération française de tir. Les données récupérées n'ont pas servi à des usurpations d'identité ou pour revendre ces données sur le dark web, mais pour cambrioler les possesseurs d'armes à feu. Donc on voit vraiment l'impact dans la vie réelle d'une fuite de données électroniques. Vous avez parlé d'obligations des fabricants. Est-ce qu'ils ont des obligations renforcées? Alors, pas spécifiquement en matière de domotique, et c'est tout le paradoxe de l'objet connecté. Vous avez le corpus législatif qui s'applique à l'objet, donc par exemple le marquage CE, sans lequel vous n'êtes pas autorisé à vendre vos produits sur le marché français. Mais on oublie souvent en fait toute la couche logicielle, et c'est cette couche logicielle qui va collecter et traiter les données. Et sur ce point-là, il n'y a rien de plus particulier, de plus spécifique que les règles du RGPD. Et la distinction ici, finalement, assez peu adéquate entre la donnée classique, si je puis dire, et la donnée sensible. Pourquoi? Alors, la donnée sensible, donc, elle est limitativement énumérée par le RGPD. Donc, ce sont toutes les données qui sont relatives à votre santé, à vos croyances religieuses, à votre orientation sexuelle et vraiment tout ce qui touche à votre intimité. Mais est-ce que finalement, une myriade de données collectées sur vos habitudes de vie, l'heure à laquelle vous partez travailler le matin, l'heure à laquelle vos enfants rentrent de l'école, la musique que vous écoutez, encore une fois, etc. Finalement, ça peut être des données sensibles. Mais voilà. Si on regroupe tout ça... Et si on regroupe tout ça, est-ce qu'on tombe pas dans de la donnée sensible qui, du coup, nécessiterait un niveau de protection accru de par les risques qu'encourent les utilisateurs et les personnes concernées? Alors aujourd'hui, étant donné les risques que vous avez énoncés, est-ce que le cadre juridique, le RGPD, est-il suffisant? Eh bien, à cette distinction près, donc, et cette notion peut-être qui manque un peu de finesse et de granularité de la donnée sensible, oui, aujourd'hui, évidemment, les règles existent. Elles sont nécessaires et suffisantes pour protéger les utilisateurs. La vraie difficulté, c'est leur mise en œuvre et la capacité, bien évidemment, des autorités de contrôle à pouvoir réellement suivre ces sujets, enquêter et éventuellement sanctionner. Alors justement, vous parlez des autorités de contrôle. Elles peuvent suivre tout ça et sanctionner le cas échéant? Alors, ce qu'on remarque quand même globalement, c'est que la plupart des contrôles et donc des sanctions résultent de plaintes d'utilisateurs. Alors la CNIL, par exemple, définit, elle, des secteurs d'activité qui sont prioritaires par période, mais généralement tout ça découle d'une plainte. Et de la même manière que dans la vie réelle, il ne peut pas y avoir un policier derrière chaque personne pour s'assurer que chacun s'arrête bien au stop et ne grille pas les feux rouges. L'idée est exactement la même. La CNIL n'a évidemment pas les moyens et la capacité de suivre chaque fabricant d'objets connectés. Pour finir, est-ce qu'il y a des bonnes pratiques en la matière à signaler? Eh bien, être très précautionneux sur le matériel et sur les objets qu'on achète. Évidemment, se tourner de préférence vers des fournisseurs qui ont pignon sur rue. Et bien évidemment, comme toujours, faire preuve de la grande prudence avec ce type d'objets, les sécuriser, changer les mots de passe, changer les codes PIN, sécuriser sa box, communiquer le minimum d'informations et s'assurer qu'on a la capacité de faire respecter nos droits. C'est-à-dire, est-ce que j'ai un service dédié à la protection de mes données chez le fournisseur? Est-ce que je peux supprimer mon compte? Car le jour où je me débarrasse de l'objet, eh bien, que deviennent mes données? Il faut s'assurer qu'elles sont détruites. On va conclure là-dessus. Merci Alan Walter. Je rappelle que vous êtes associé, cofondateur de Walter Millet Avocat. Merci Arnaud. Tout de suite, on continue. On va parler intelligence artificielle dans les juridictions avec mon assistant pénal.
L'intelligence artificielle entre progressivement dans les juridictions. À Paris, une expérimentation baptisée Mon assistant pénal explore les usages possibles de l'intelligence artificielle dans les procédures. Pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir Nicolas Dupont-Frugier, magistrat chargé de mission auprès de la procureure générale de Paris. Nicolas, bonjour. Bonjour. Alors, on va parler ensemble de mon assistant pénal, mais avant toute chose, quels sont aujourd'hui les principaux cas d'usage identifiés pour intégrer l'intelligence artificielle dans le traitement des procédures pénales? Alors en réalité, on pourrait identifier une dizaine de cas d'usage sur l'ensemble de la chaîne pénale. Nous nous sommes concentrés sur deux cas d'usage un peu plus précis. Le premier, c'est celui de l'orientation des procédures pénales par les procureurs en juridiction. Donc très schématiquement, vous avez des enquêteurs qui mènent une enquête et qui appellent ensuite le procureur pour savoir quelles sont les suites qui vont être données par la justice. On s'est aperçu que dans un certain nombre de cas, notamment pour les délits routiers, on avait des grilles de réponse pénale qui étaient fortement structurées par les procureurs au niveau national. Et donc on s'était dit que l'intelligence artificielle pouvait aider la prise de décision en prenant les informations et en adaptant la réponse pénale qui allait être proposée et en faisant des suggestions donc aux magistrats. Donc ça, c'était un premier cas d'usage sur lequel nous avons travaillé. Le second, c'est pour tout ce qui a trait à l'analyse et la rédaction de synthèse des dossiers pénaux. Il faut savoir aujourd'hui que le magistrat passe l'essentiel de son temps à rédiger des synthèses et à prendre connaissance des dossiers pénaux avant et après l'audience. Et donc l'intelligence artificielle nous paraissait être un outil intéressant pour pouvoir déminer un peu le terrain, aller rechercher de l'information précise pour que le magistrat puisse ensuite prendre sa décision et l'aider dans la rédaction de la synthèse a posteriori. Alors finalement, quel est le cas d'usage que vous avez retenu pour mon assistant pénal? Finalement, nous sommes partis sur le deuxième cas d'usage, d'une part parce que c'est ce qui était le plus attendu dans les juridictions, et d'autre part parce que la technologie nous semblait déjà mûre pour pouvoir avancer plus rapidement sur ce cas d'usage. Donc, finalement, ça se déroule comment? Alors l'idée est très simple, c'est de pouvoir proposer donc une procédure pénale à un outil d'intelligence artificielle qui va, selon les prompts de l'utilisateur, rechercher les informations précises qui permettent au magistrat ensuite de prendre sa décision. Et une fois que toutes les informations ont été extraites de la procédure pénale, l'idée est ensuite de rédiger une synthèse dans les formes qui sont attendues pour les écrits judiciaires, donc des synthèses de faits dans les jugements ou les réquisitoires définitifs des procureurs. Alors du coup, si on revient aux problématiques juridiques et techniques qui sont adressées, quelles sont-elles? Alors, il y a une problématique juridique qui est assez évidente, c'est celle de la protection des données que nous traitons. Donc, de façon générale, les administrations sont soumises à des contraintes assez fortes sur tout ce qui est traitement des données personnelles. Mais en plus, là, nous sommes sur un sujet particulièrement sensible, puisque les enquêtes pénales, par nature, font l'objet du secret de l'enquête. Donc, nous sommes contraints dans ce cadre-là d'héberger l'intégralité des données que nous traitons sur des serveurs dits souverains, c'est-à-dire protégés et labellisés par l'ANSSI. Et nous devons par ailleurs utiliser des modèles d'intelligence artificielle open source dont nous pouvons contrôler ce qui est fait des données et vérifier qu'il n'y a pas de fuite de données vers des serveurs qui seraient tiers, voire à l'étranger. Et ça, c'est valable pour tous les projets de l'État, j'imagine. C'est valable pour tous les projets de l'État, mais donc avec cette contrainte supplémentaire en matière judiciaire qui est le secret de l'enquête en matière pénale, ce qui ne permet pas, par exemple, de s'appuyer sur des infrastructures interministérielles, puisqu'il faut que ça reste véritablement dans le giron du ministère de la Justice. Aujourd'hui, le projet Mon assistant pénal, il en est où? Alors aujourd'hui, nous sommes donc dans la phase de conception du produit avec l'installation de tous les services sur les serveurs souverains qui sont mis à notre disposition par le ministère. Et l'idée, c'est de lancer une première expérimentation aux alentours du mois de mars 2026, donc le plus rapidement possible, avec une version bêta qui permettra aux utilisateurs de comprendre les usages et de suggérer des pistes d'amélioration pour que cela réponde à leurs besoins le plus rapidement possible. Combien de personnes travaillent sur ce projet? Nous sommes une équipe de 5 personnes, donc l'intrapreneur que je suis, avec un mentor, 2 développeurs et un UX designer pour rendre l'interface la plus facile à appréhender pour les utilisateurs. Donc bêta en mars 2026, ça veut dire que vous faites tester votre solution, votre prototype aux magistrats? Oui, tout à fait. On va lancer une expérimentation à taille réelle avec une cinquantaine de magistrats qui seront représentatifs des magistrats de la sphère pénaliste et dans le plus grand nombre de juridictions possible pour que ce soit représentatif également sur le territoire national. Donc sur toute la France? Sur toute la France. Aujourd'hui, comment les magistrats ils accueillent l'intelligence artificielle?
Alors, je dirais qu'il y a deux réactions principales. La première, c'est que l'IA est porteuse de promesses. Donc, aujourd'hui, vous avez des magistrats qui sont soumis à une forte charge de travail et qui voient en l'IA la promesse de se voir décharger d'un certain nombre de tâches qui sont chronophages, parfois rébarbatives, et pour laquelle leur plus-value n'est pas évidente. Et donc, l'idée, c'est pouvoir les décharger de ces tâches-là pour qu'ils puissent se recentrer sur leur cœur de métier, c'est-à-dire la prise de décision et l'audience pénale pour pouvoir rencontrer le justiciable. La deuxième réaction à laquelle nous avons fait face, c'est un peu la crainte de s'appuyer sur un outil qui est imparfait. Il y a parfois des erreurs avec l'IA, et donc qui pose la question de la responsabilité. Qui sera responsable lorsque l'IA aura donné des mauvaises informations, que le magistrat se sera appuyé un peu trop aveuglément dessus pour prendre une décision? Donc voilà, ça, ce sont des choses qu'il faudra résoudre. Il faudra rassurer le magistrat en lui proposant bien un outil et non pas une solution miracle qui fera le travail intégralement à sa place. Mais aujourd'hui, vous diriez que l'accueil est plutôt favorable? L'accueil est plutôt favorable, on a beaucoup d'attentes sur le projet et une forme d'enthousiasme qu'il va falloir canaliser un peu parce qu'on sait que les premières versions ne répondront pas forcément à toutes les attentes des collègues. Donc bêta en mars 2026 et la sortie du projet, c'est pour quand? Alors ça dépendra des résultats de l'expérimentation. Ensuite, il faudra généraliser le projet si cela marche. Et là, ce sera remis entre les mains du ministère de la Justice pour un déploiement au niveau national, donc selon un calendrier qui n'est pas encore possible de dresser de façon très précise. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a d'autres projets en matière pénale qui sont identifiés? En matière pénale, non, nous sommes les premiers à avoir une start-up d'État sur le sujet. En revanche, en matière civile, vous avez un peu le pendant qui a été mené avec pour objectif de pouvoir résumer les conclusions des avocats, de retirer les informations sur lesquelles tout le monde est d'accord et de pouvoir ensuite identifier et cerner plus précisément et plus rapidement l'objet du litige pour que le magistrat puisse se concentrer sur ces questions de droit auxquelles il devra répondre. Donc aujourd'hui, il y a une vraie impulsion de l'État sur l'intelligence artificielle dans le domaine du droit et de la justice? Tout à fait, il y a un rapport ministériel qui a été remis au garde des Sceaux au printemps dernier, avec donc des travaux menés par le ministère pour mettre à disposition des magistrats une IA généraliste, un type de chat GPT mais souverain, et des travaux en équipe comme nous sommes actuellement en train de les mener pour pouvoir développer des produits beaucoup plus spécifiques et qui correspondent à des cas d'usage métier plus ciblés et donc avec à la tête de ces projets des personnes qui connaissent le métier et donc pour les deux cas que je vous ai évoqués, des magistrats spécialistes de la sphère pénaliste ou civiliste. Donc on peut raisonnablement penser qu'il y aura d'autres projets de l'État en matière de justice qui vont sortir prochainement. Tout à fait, puisque une direction de programme a été lancée par le ministère de la Justice. Elle a été installée au cours du mois de novembre. Et donc, on a une direction de programme spécifiquement dédiée à l'intelligence artificielle pour piloter l'ensemble de ces projets et apporter un ensemble de solutions cohérentes qui répondent aux besoins des collègues en juridiction. On va conclure là-dessus. Merci Nicolas Dupont-Frugier. Je rappelle que vous êtes magistrat chargé de mission auprès de la procureure de Paris. Merci pour l'invitation. Tout de suite, on continue dans l'IA. On va parler des agents IA souverains. Après l'IA générative, on passe à l'IA agentique, une nouvelle étape pour les professionnels du droit. Pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir Martin Bussy, coordinateur du Legal Data Space. Martin Bussy, bonjour. Bonjour Arnaud. Alors, on va parler ensemble de l'IA agentique et de ses apports, mais pour bien comprendre, quelle est la différence fondamentale entre l'IA agentique et l'IA générative telle qu'on la connaît? C'est effectivement un point essentiel de bien distinguer les deux parce que ils sont résumés par le vocable d'IA, mais ils ne sont pas de même nature. L'IA générative, comme son nom l'indique, génère du contenu texte, du contenu image, du contenu vidéo, en interrogeant une base de données. C'est très résumé, mais globalement, ça marche comme ça. Alors que l'IA agentique, un agent, il est dans l'action. Donc, il va faire des choses. Par exemple, envoie un email. Par exemple, fais un résumé, puis envoie-le à mon collègue, et puis une fois que tu as les réponses, tu me le renvoies, tu le remets en forme et tu le déposes. Donc on voit bien que là, il y a des actions qui sont faites. Donc la principale différence entre les deux, c'est un côté interrogatif et de l'autre côté, des actions. Et grâce à des liens entre les différents logiciels, ces actions peuvent aller très loin. Demain, un agent va pouvoir déposer au greffe
certaines choses. Il va pouvoir envoyer à l'expert comptable un certain nombre d'informations. Donc, il va alléger finalement le travail administratif qui aujourd'hui incombe à beaucoup de professionnels du droit, du chiffre et plus largement à toutes les entreprises de France et de Navarre. Concrètement, il faut définir toutes les actions à cette IA agentique. Et alors voilà, ça veut aussi dire que seule la connaissance métier permet vraiment de développer des agents pertinents. Parce que là où aujourd'hui on a un certain nombre de choses à faire dans une tâche un peu complexe, il va falloir décortiquer cette tâche en chaînons et donner ces chaînons à faire à l'agent de manière séquentielle. Et Donc, pour pouvoir décortiquer ces tâches, il faut être expert de la matière du sujet. Disons que oui, il faut non seulement être un professionnel du métier, mais il faut aussi avoir l'esprit un petit peu dans le process. Voilà. Donc c'est vrai que tous ceux qui sont assez analytiques et qui sont experts de leur métier ont un avantage, j'ai envie de dire, pour concevoir ces agents. Et c'est là où c'est intéressant, c'est pas forcément que pour eux qu'ils le conçoivent, mais ils peuvent aussi le concevoir pour le compte aussi de leurs confrères ou de l'ensemble de la profession. Est-ce que, selon vous, on entre dans une nouvelle phase pour le secteur juridique avec l'IA agentique ? Oui, et de manière générale, c'est vrai pour tous les métiers. Si j'employais un gros mot, je dirais que c'est aussi la taylorisation des services. Et donc ça, c'est un concept dont il ne faut pas avoir peur, parce que la taylorisation, ça ne veut pas dire qu'on devient esclave de la machine ou qu'on perd le contrôle. Au contraire, ça veut juste dire que le fait d'optimiser la chaîne de production, un peu comme dans une industrie, on gagne du temps, on se fatigue moins, on va plus vite, et potentiellement, on fait moins d'erreurs. C'est des gains de productivité. Oui, mais ce sont aussi des gains de qualité potentiellement. Parce qu'aujourd'hui, il y a des choses qu'on ne fait pas parce que ça prend trop de temps ou parce que c'est trop compliqué et qu'on n'a soit pas le temps, soit pas l'envie de le faire. Alors que là, puisque c'est une machine qui va le faire, on va pouvoir aller faire des choses que peut-être on ne faisait pas de manière aussi rigoureuse aujourd'hui. Donc, d'après moi, il y a aussi un bénéfice de qualité qui va être attendu. Alors, bénéfice de qualité, aujourd'hui, on a des idées de cas d'usage avec ces agents ? Alors, appliqué au monde du droit et notamment au monde des avocats, peut-être une petite incise. Le 16 décembre, nous étions avec le CNB, nous avons présenté les premiers cas d'usage et les premiers agents IA juridiques pour les avocats et par les avocats. Et ça, c'est peut-être un point aussi important. C'est assez novateur. Oui, déjà, c'est très innovant sur le plan technologique, mais c'est aussi, de mon point de vue, innovant en termes de façon de faire. Parce que le fait de s'appuyer sur des avocats qui sont ces fameux experts métiers et qui eux-mêmes développent des agents pour eux-mêmes et pour leurs confrères, on est dans de la coordination et dans du partage de valeurs. Et donc, on s'assure aussi que la maîtrise du métier et la maîtrise de la déontologie, elle est bien là. Et c'est pour ça que le CNB est partenaire du Legal Data Space sur ces sujets, parce qu'ils ont bien conscience, tout comme nous, qu'il faut que la tech et le métier marchent ensemble. Et que c'est là que de la valeur va être générée. Donc les cas d'usage, voilà, pour vous répondre, certains ont été présentés hier. Je peux vous en citer peut-être deux. Le premier, c'est dans le domaine de la propriété intellectuelle et notamment de la recherche de marque. Alors c'est quoi ? Par exemple, Lex Inside, votre marque, lorsque vous l'avez imaginée, vous vous êtes dit, est-ce qu'elle existe ? Aussi bien en marque, mais aussi en domaine, etc. Donc, à travers l'agent, vous allez demander les catégories que vous voulez interroger, toutes potentiellement, et les territoires. Et c'est l'agent lui-même qui va vous produire un rapport d'audit absolument complet avec des probabilités de risque, en disant, attention, là, il y a Lex Insight qui existe dans une autre catégorie, il pourrait y avoir confusion, donc peut-être qu'il faut faire attention sur cette catégorie-là. Voilà. Et bien sûr, cet agent ne dit pas qu'il a raison. Il n'est pas avocat. Mais il dit, là, c'est relativement safe. Par contre, ici, consulter un avocat. Il apporte les informations. Voilà. Mais comme cet agent a été développé par un avocat, vous avez quand même, vous, en tant qu'utilisateur de cet agent, la garantie du professionnalisme de l'analyse et de ce fameux processus métier. Et peut-être encore un point, c'est que ces agents IA ne sont pas développés pour les clients finaux. Parce que moi qui ne suis pas juriste, par exemple, je serais bien incapable de savoir si l'agent IA, il raconte n'importe quoi. On ne peut pas analyser les choses si on n'est pas juriste. Par contre, si je suis moi-même avocat, éventuellement juriste, alors là, j'ai un dialogue avec un confrère ou avec un avocat, et donc, on peut parler en tant qu'expert. Voilà. Et donc, on a ce recul sur le résultat produit, et c'est ça qui permet la valeur aussi, parce que c'est la confiance dans l'agent IA qui va permettre vraiment de s'en servir. Et peut-être un deuxième cas d'usage ? Voilà, un deuxième cas d'usage, vous êtes DPO, par exemple, donc vous êtes en charge de la protection des données au sein de votre organisation, ou alors pour le compte de votre client,
Et donc, vous avez un certain nombre, là aussi, de rapports à faire basés sur un certain nombre d'informations. Et entre les deux, en fonction du type de secteur d'activité, d'usage et de base de données, vous avez certaines obligations à respecter. Et donc, à travers un agent IA, non seulement vous pouvez envoyer des emails, l'agent se branche sur votre boîte mail, envoie des emails aux clients concernés ou aux différents clients, les renvoie vers un formulaire de saisie, et ces données sont analysées par l'agent jusqu'à produire un rapport d'audit. Donc on voit que ça va très loin. Ça va très loin. Et vous pouvez mettre à chaque étape un regard humain en disant à l'agent, tu fais ça, mais après tu t'arrêtes et tu attends que je valide. Ou alors, au contraire, vous pouvez lui dire, vas-y, avance, et moi je regarderai à la fin comment ça se passe. Donc ce regard humain que l'on décide soi-même de positionner dans la chaîne de valeur, c'est aussi une garantie de qualité et de sécurité. C'est quoi, du coup, les perspectives avec ce type d'outils pour les professionnels du droit et aussi dans l'optique du legal data space? Les perspectives, ce sont à la fois des perspectives de gains de productivité. On en parle souvent. On se dit, ça va aller plus rapidement. Les professionnels vont pouvoir être peut-être passer moins de temps sur certaines tâches, notamment les tâches les plus administratives, qui sont aussi celles qui ont la plus faible valeur ajoutée, et celle qui est la moins motivante aussi. Bien sûr. Je pense que le plaisir de travailler est au cœur aussi des enjeux de l'IA agentique. Se concentrer sur ce qui nous fait plaisir, la relation client, la stratégie, l'expertise, la recherche, plutôt que la production de documents qu'on a déjà fait des centaines de fois. Je pense que là, il y a une grosse valeur. Et il y a aussi une autre valeur, c'est le modèle économique. Si vous êtes avocat, et moi aussi, peut-être qu'on ne se connaît pas, mais vous avez produit un agent où votre expertise, finalement, est incluse. Peut-être que je serais heureux de pouvoir utiliser votre expertise, votre travail, parce que vous êtes aussi avocat, et que moi je le suis, et je vais peut-être acheter votre agent. Parce que je vais me dire, plutôt que de l'appeler pour qu'on discute, pour qu'il me fasse un devis, pour que finalement je travaille avec lui, et que ce soit peut-être long, compliqué et onéreux. Là, on a une solution clé en main. Voilà, standard. Et ça ne m'empêchera pas de pouvoir appeler quand même Maître Dumouriez si j'ai besoin de compléments. Et lui, il gagne du temps, parce que ça lui a pris 0 temps. Et en même temps, il a assis aussi sa réputation, son expertise, et donc il se fait connaître de ce point de vue-là. Et donc je pense que ça, c'est typiquement gagnant-gagnant, parce que ça va plus vite, c'est efficace pour les deux parties. Et ça, le CNB l'a bien compris. C'est pour ça que il est très désireux de pouvoir trouver les bons équilibres. Et bien sûr, le Legal Data Space opère sous son regard, en termes de déontologie, en termes de gouvernance. Notre objectif, c'est que tout le monde soit à l'aise avec ce fonctionnement et au clair. On va conclure là-dessus. Merci Martin. Merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes coordinateur du Legal Data Space. Merci à vous. Merci de votre fidélité. C'est la fin de cette émission. Restez curieux et informés. À très bientôt sur Be Smart for Change.